l'argent dirige le monde, comme on dit souvent. Mhm. Mais la vraie question, c'est qui dirige l'argent? En fait, c'est une question assez redoutable, souvent laissée aux experts financiers ou alors complètement noyée sous un jargon technique super décourageant. Ouais, un vocabulaire qui fait fuir pas mal de monde. Exactement. Et le but de notre exploration d'aujourd'hui, eh bien, c'est de dissiper ce brouillard. On va plonger dans un ouvrage majeur et très tranché de l'économie politique contemporaine. Très tranché, c'est le mot. Absolument. C'est le livre État, qu'as-tu fait de notre monnaie, écrit par Murray N. Rothbard et qui contient aussi un épilogue de Gigi Hulsmann. L'auteur y pose une thèse vraiment radicale. Il se demande si notre compréhension même de ce qu'est la monnaie, si elle ne serait pas fondamentalement biaisée par des siècles d'interventionnisme. Et là, je pense qu'il est essentiel de poser un cadre strict avant d'aller plus loin. Je suis ravi qu'on aborde ce texte, mais il faut bien préciser que les thèses de Rothbard et Hulsmann sont tout sauf consensuelles. Oui, on est sur une critique assez impitoyable. Voilà, c'est un réquisitoire contre l'intervention de l'État dans l'économie et contre le système des banques centrales. Et notre démarche ici, c'est pas du tout de valider ces théories ou de militer pour un changement de système. Non, bien sûr que non. L'ambition, c'est vraiment d'examiner objectivement la mécanique intellectuelle de l'auteur, d'offrir cette grille de lecture à quiconque cherche à comprendre autrement l'inflation ou les crises financières, et ce, sans aucun biais partisan, juste pour nourrir la réflexion. Et je suis tout à fait d'accord, je suis ravie qu'on le précise. Cette analyse, elle s'adresse en fait à toute personne curieuse de comprendre pourquoi son chariot de course coûte plus cher d'année en année, ou pourquoi la bourse semble parfois vivre dans une réalité complètement parallèle. C'est ça. Le livre a ce grand mérite de ramener des mystères macroéconomiques très complexes à des actions historiques concrètes. La question centrale du livre, c'est de savoir si la monnaie doit par nature être contrôlée par l'État ou si ce monopole gouvernemental, c'est justement la source du chaos financier qu'on subit. Et pour répondre à ça, l'auteur nous demande de désapprendre tout ce qu'on tient pour acquis, de revenir vraiment aux origines de l'échange. Aux origines même, oui. Il utilise une analogie classique mais super efficace, celle de Robinson Crusoe sur son île. Ah oui, l'individu isolé. Voilà. Dans cette situation d'isolement, le concept même de monnaie, ça n'a aucun sens. Si Robinson trouve un coffre plein de pièces d'or sur la plage, Ça lui sert strictement à rien pour survivre. exactement, la monnaie n'apparaît qu'avec la rencontre d'autres individus. Et ça commence d'abord par le troc. Sauf que le troc, comme l'explique très bien l'ouvrage, ça montre très vite des limites structurelles. Il y a deux gros obstacles. Le premier, c'est l'indivisibilité de certains biens. Mhm. Et le second, un peu plus complexe, c'est la fameuse double coïncidence des besoins. C'est le terme technique, oui. C'est ça. Et j'adore l'exemple teinté d'ironie que l'auteur utilise pour illustrer ça. Faut s'imaginer un professeur d'économie qui a faim et qui cherche des œufs. Ouais, Eh bien, il doit trouver un éleveur de volailles qui a des œufs à vendre, mais qui, en plus, veut absolument recevoir une leçon d'économie à cet instant précis en échange de ses œufs. les chances que ça arrive sont quasiment nulles. C'est impossible, en fait. Et donc, face à cette friction constante, la thèse de l'auteur, c'est que le marché, qui n'est rien d'autre qu'un réseau d'individus cherchant à échanger, a naturellement créé une solution, l'échange indirect. D'accord. Vu que l'éleveur se fiche de la leçon d'économie, le prof va échanger sa leçon contre une marchandise intermédiaire. Un truc dont il sait que tout le monde le veut, même si lui n'en a pas besoin tout de suite. Pour pouvoir acheter ses œufs plus tard. Exactement, et c'est l'argument fondamental du début du livre. La monnaie, c'est pas une invention de l'État. C'est pas un roi qui s'est réveillé un matin pour décréter un contrat social. La monnaie, c'est juste une marchandise qui s'est imposée spontanément par sélection naturelle sur le marché. Parce qu'elle avait des qualités spécifiques. Et historiquement, on le sait, les marchandises qui ont gagné cette compétition, ce sont les métaux précieux, l'or et l'argent. Il cochait toutes les cases. C'est ça. Divisible, durable, facile à transporter et relativement rare. Et ce qui est fascinant dans cette analyse, c'est de réaliser qu'au départ, la monnaie s'échangeait uniquement au poids. Oui, c'est un point crucial. L'ouvrage retrace d'ailleurs l'étymologie du mot dollar, et c'est passionnant. Ça vient du mot Thaler, qui est une contraction de Joachim Thaler. C'est un peu dur à prononcer. Oui, Joachim Thaler. En fait, au XVIe siècle, un comte en Bohême a frappé des pièces d'argent venant de la vallée de Joachim. Et ces pièces étaient tellement régulières en poids et en pureté qu'elles sont devenues un standard, partout en Europe. Un standard de mesure, ouais. Donc, un dollar, à la base, c'était pas du tout l'emblème d'une nation. C'était juste le nom d'un poids très précis d'argent. Et ça nous amène à la vraie question. Si la monnaie, c'était juste un poids de métal géré naturellement par le libre marché, comment l'État a fini par tout contrôler ? C'est la bascule fatidique. Le livre analyse ça sous l'angle du financement du pouvoir.
Historiquement, un souverain finançait ses guerres avec l'impôt direct. Sauf que l'impôt direct, c'est hyper visible. Et très impopulaire. Ça crée des révoltes. Exactement. Donc, les gouvernements ont cherché un moyen de confisquer la richesse de façon beaucoup plus furtive. Et selon l'auteur, le contrôle de la monnaie, c'est ni plus ni moins qu'un impôt déguisé, un faux monnayage légal. Et le mécanisme pour y arriver s'est fait par étapes. C'est très bien expliqué. D'abord, ils ont monopolisé la frappe des pièces. Avant, c'était des orfèvres privés qui certifiaient le poids de l'or. Mhm. Le pouvoir a repris ce rôle en disant que c'était pour protéger le public contre les fraudes. Mais une fois le monopole installé, eh bien, l'État a commencé à altérer la monnaie lui-même. C'est la fameuse dévaluation physique. Le fonctionnement était implacable. Le roi rappelait les pièces, les fondait et en frappait de nouvelles avec le même nom officiel, sauf qu'elles contenaient moins d'or ou d'argent. Et la différence allait directement dans les caisses du roi. Voilà. Le trésor royal gardait le métal soustrait. Du coup, les gens se retrouvaient avec des pièces qui valaient intrinsèquement moins, ce qui faisait inévitablement grimper les prix sur les marchés. L'exemple du dinar espagnol dans le livre montre bien la violence de ce truc sur le long terme. Au 7e siècle, le dinar, c'était 65 grains d'or pur. C'était une pièce très respectée. Oui. Et puis, de roi en roi, la pièce change de nom, devient le maravédi, et elle est rognée, mélangée avec du cuivre, et au 15e siècle, le maravédi ne pesait plus qu'un grain et demi d'argent. C'est une destruction presque totale de la valeur. Complètement. Et ça, c'est pas la faute du commerce, c'est la faute des décrets du pouvoir. Et c'est là que l'auteur corrige un truc super important sur la loi de Gresham. Tu sais, cette idée que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Oui, on entend souvent ça pour dire que le marché libre est mauvais et privilégie la fraude. Eh bien, Rothbard démontre l'inverse. Sur un vrai marché libre, si tu me donnes une pièce rognée, je la refuse. Ou alors je l'accepte mais avec une décote, pour son vrai poids en métal. C'est logique. Ce qui déclenche la loi de Gresham, c'est l'intervention de l'État. C'est le contrôle des prix via le cours légal. Ah oui, quand la loi t'oblige à accepter une pièce pourrie au même prix qu'une pièce neuve. Absolument. La loi surévalue artificiellement la mauvaise monnaie. Donc les gens deviennent rationnels. Bah oui, ils gardent les bonnes pièces pleines d'or sous leur matelas et ils payent tout le monde avec les pièces rognées. C'est l'État qui chasse la bonne monnaie, pas le marché. C'est exactement la thèse défendue. Alors, si on continue cette chronologie, comment on passe des pièces rognées à l'ère du papier-monnaie et des banques? Le livre rappelle que les premières banques, c'était juste des entrepôts sécurisés. Des coffres-forts, ouais. Voilà, on y déposait son or et le banquier donnait un reçu en papier. Un certificat de dépôt. Et comme le papier c'est plus léger que l'or, les gens ont commencé à s'échanger ces reçus. Jusque-là, tout va bien. Sauf que les banquiers ont remarqué un truc. La fameuse faille. Ouais. Tous les clients ne venaient jamais retirer leur or le même jour. Il y avait toujours un gros tas d'or qui dormait dans le coffre. Alors, la tentation a été trop forte. Ils ont imprimé des reçus pour de l'or qui n'existait pas. C'est ça. Ils ont émis des faux certificats et les ont prêtés pour toucher des intérêts. C'est la naissance du système des réserves fractionnaires. Et selon l'ouvrage, c'est carrément le moteur de l'inflation moderne et de nos cycles de crise économique. Parce qu'en prêtant ces faux reçus, les banques créent de la monnaie de toutes pièces. Elles augmentent artificiellement la masse monétaire. Du coup, les entrepreneurs croient qu'il y a plein d'épargne disponible, ils se lancent dans plein de projets, ça crée un boom économique, une vraie euphorie. Un boom artificiel, précise bien le livre. Oui, artificielle, parce que cette monnaie ne correspond à aucune vraie richesse produite. Et la réalité rattrape toujours le marché. C'est inévitable. La nouvelle monnaie dilue le pouvoir d'achat global, les prix montent, les coûts des entreprises explosent, et là on se rend compte que plein d'investissements n'étaient pas viables. Et bim, faillite en chaîne et récession. L'auteur est très ferme là-dessus. Ce cycle d'expansion et de récession, c'est pas une maladie naturelle du capitalisme. C'est le symptôme direct de cette création monétaire artificielle par les réserves fractionnaires. C'est une vision qui bouscule pas mal l'histoire officielle, surtout sur le rôle des banques centrales. Souvent, on nous les présente comme les grands sages de l'économie, créés pour nous protéger des excès des banquiers. Alors que la lecture du livre, c'est tout l'inverse. Il affirme que les banques centrales ont été créées pour sauver ce système de réserve fractionnaire de ses propres absurdités. Parce que le gros risque pour une banque privée qui imprime de la fausse monnaie, c'est la panique bancaire. Exactement. Si tout le monde vient réclamer son or en même temps, la banque fait faillite instantanément. Et avant les banques centrales, cette peur de la faillite, c'était un énorme frein naturel. Les banques n'osaient pas trop imprimer. Mais avec l'arrivée de la Banque centrale en tant que Prêteur en dernier ressort ? prêteur en dernier ressort, oui, le filet de sécurité suprême, eh bien, ce frein naturel a sauté.
Toutes les banques ont pu gonfler le crédit en même temps, sans peur de faire faillite, formant un cartel. Un cartel supervisé par l'État. Et cette expansion délirante a fini par rendre impossible la convertibilité en or. Ils avaient imprimé tellement de papier par rapport à l'or physique qu'ils ont dû tout simplement casser la promesse. Fin de l'étalon or. Voilà. On passe à la monnaie à cours forcé, la monnaie fiat. Le bout de papier n'a plus aucune valeur intrinsèque. On l'accepte juste parce que l'État nous y oblige pour payer nos impôts. Ce qui nous amène à la dernière partie, l'épilogue de Hülsmann, qui fait le lien avec l'époque moderne. Depuis la fin de Bretton Woods en 1971 jusqu'à aujourd'hui. Il propose une analyse vraiment incisive de la Banque centrale européenne, la BCE, et de l'euro. Oui, il ne voit pas du tout l'euro comme un beau projet pour faciliter les voyages ou les échanges. Non, pour lui, c'est un cartel étatique géant. Parce qu'avant, si un pays imprimait trop de monnaie pour financer ses déficits, sa monnaie nationale s'effondrait par rapport à ses voisins. La sanction était immédiate. Dévaluation, inflation importée et gros coûts politiques pour le gouvernement. Mais avec une monnaie unique gérée par la BCE, les règles changent. Le texte explique que ça permet aux États très endettés de continuer à dépenser via la création monétaire, mais sans subir cette humiliation immédiate de la dévaluation locale. Le coût de l'inflation est étalé, mutualisé sur toute la population européenne. Ça dilue le problème. Ça retarde le moment où le mur de la dette devient infranchissable. Et Hülsmann pointe aussi un truc super actuel, la déconnexion totale entre les marchés financiers et l'économie réelle. Oh oui. Quand l'économie stagne mais que la bourse bat des records. C'est exactement ça. L'explication, c'est que toute cette nouvelle monnaie injectée par les banques centrales cherche du rendement. Elle part directement dans les marchés financiers et transforme tout ça en casino géant. Ce qui piège complètement le citoyen ordinaire. Totalement. S'il laisse son argent sur un livret A ou un compte courant, l'inflation détruit son pouvoir d'achat à petit feu. Il est quasiment forcé de jouer à ce jeu spéculatif, d'acheter des actions ou de l'immobilier hors de prix juste pour ne pas s'appauvrir. Et c'est là qu'on touche à la valeur pratique de tout ce livre. L'enseignement principal pour quiconque étudie cette grille de lecture, c'est que l'inflation n'est pas une fatalité naturelle. C'est pas la météo, quoi. Non, l'ouvrage définit l'inflation comme un transfert de richesse caché, une redistribution non consentie. Il y a ceux qui reçoivent la monnaie fraîchement créée en premier, l'État, les banques, et qui s'enrichissent avant que les prix ne montent. L'effet Cantillon. Et il y a les autres, en bout de chaîne. Voilà, les retraités, les salariés à revenus fixes, les épargnants. Eux reçoivent l'argent quand tout coûte déjà plus cher. Ils subventionnent les premiers. Ça donne vraiment envie de reconsidérer la façon dont on gère ses finances personnelles. On comprend pourquoi, aujourd'hui, l'épargne prudente est pénalisée alors que l'endettement maximal est récompensé, vu qu'on rembourse ses dettes avec une monnaie qui perd sa valeur. C'est un livre qui attaque au scalpel l'un des plus grands dogmes de notre époque. L'idée que la monnaie doit obligatoirement appartenir à l'État. Il démontre historiquement qu'un libre marché de la monnaie a existé et a fonctionné. Oui, et que c'était beaucoup plus stable avant que les gouvernements ne s'en mêlent. C'est une œuvre qui bouscule vraiment les certitudes. Et pour clore notre analyse, je trouve intéressant de projeter les idées de l'auteur sur notre réalité d'aujourd'hui. Rothbard parlait de la monnaie physique et des banques du XXe siècle. Mais aujourd'hui, on voit émerger des protocoles cryptographiques, des réseaux décentralisés, des technologies qui permettent de créer et de transférer de la valeur sans aucune banque centrale. Sentir le confiance centralisée. Exactement. Et ça soulève une question vertigineuse. Et si la société avait enfin l'outil technologique pour contourner le monopole d'État? Que se passerait-il si les citoyens décidaient de revenir à des monnaies privées et concurrentielles? Ça redéfinirait complètement la notion de pouvoir de l'État. C'est fascinant comme réflexion finale. Je crois qu'on laisse à ceux qui nous écoutent beaucoup de matière à digérer et, espérons-le, l'envie de découvrir le livre par eux-mêmes.